le peuple est dans une situation d'angoisse, d'inquiétude, de peur. Parce qu'il y a eu une situation qui a percuté la quiétude justement de cette population-là. Et il y a eu des actes meurtriers qui ont donc enlevé la vie, y compris au ministre de la Défense qui est un pilier essentiel du régime en place. 3 jours après les attaques coordonnées qui ont frappé le Mali, le général d'armée Assimi Goïta brise le silence entre posture martiale et message de résilience. Le chef de l'État malien ne s'est pas contenté de dresser un bilan, il a réaffirmé un cap. Pourquoi avoir attendu 72 heures pour s'adresser à la nation malienne? Derrière l'hommage appuyé au ministre Sadio Camara et la confirmation du socle de l'AES et du partenariat russe, quelle stratégie de souveraineté se dessine face à l'épreuve? Nous passons au scanner, les mots, les silences et les symboles d'un discours qui peut transformer un drame sécuritaire en un acte de refondation nationale. Analyse complète du discours goïtatique avec Luc Kouméabalo Abaki. Luc, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Luc est journaliste, analyste politique. Merci d'être avec nous pour l'analyse donc du discours du général d'armée Assimi Goïta. Commençons d'abord par le timing choisi. Luc, le président Goïta a attendu 72 heures pour s'exprimer. Est-ce selon vous le temps du deuil, celui du recueil de l'information ou simplement une stratégie pour éviter une réaction émotionnelle à chaud? Non, je crois que le gouvernement malien n'était pas silencieux quand même sur les événements. Dès le premier jour, il y a eu des communiqués. L'état-major général des armées a sorti des communiqués, tout comme le gouvernement lui-même, pour mettre à jour, en tout cas au parfum, les informations dont le peuple amplement avait besoin. Ça, c'était clair. Maintenant, pour comprendre la posture du président Assimi Goïta, je crois qu'il faut s'imprégner des exigences de ce qu'on appelle la communication de crise. Vous savez, la communication de crise en rhétorique, c'est l'ensemble des stratégies et des actions qu'un pays ou une organisation mène pour d'abord protéger sa réputation, ensuite maintenir la confiance face donc à un événement qui est considéré comme malheureux. Donc, transporté dans le contexte précis du Mali, Assimi Goïta avait naturellement besoin de compiler tous les éléments liés à cette attaque brusque. Il faut donc comprendre que les forces armées maliennes qui donc s'organisaient à sécuriser le pays, à le stabiliser, à faire en sorte que le pays puisse se construire de façon sereine, ont été surprises par cette action subite. Donc, il fallait compiler tous les éléments d'abord, avant de définir le narratif, d'abord qui restaure la confiance, qui rend compte de la crédibilité, de la fiabilité du régime en place, de la compétence justement d'Assimi Goïta lui-même et donc de sa posture de leader. En cela, je crois que le rendu qu'il nous a fait hier à travers son intervention, Assimi Goïta a réaffirmé justement les attributs que nous lui connaissions en tant que visionnaire, en tant que quelqu'un qui ne tremble pas devant les tempêtes et devant des circonstances malheureuses, mais c'est celui-là qui est effectivement un officier d'une certaine trempe qui est déterminé à conduire son peuple à un très bon port. Certains pensent qu'il aurait pu prendre la parole un peu plus tôt, parce que certaines propagandes le donnaient parfois pour mort, parfois pour blessé, peut-être pour disparu aussi. Et c'est pour ça qu'on s'interroge du temps qu'il a mis. Moi, je pense que c'est cela le rôle des réseaux sociaux. Voyez-vous, il y a des émotions, il y a de l'agitation, il y a un peu de tout. C'est des ressentis que les gens mettent là-bas. Des réseaux sociaux, non pas que. Il y a de grands médias absolument. Non, qui ont spéculé tout sur... à fait. Je suis d'accord. Les grands médias dont nous parlons, ce sont ces grands médias-là qui se sont rentrés en transe pour rendre compte, minute par minute, des succès éventuels qu'engrangeaient les terroristes. Mais qu'est-ce que cela peut signifier? Cela signifie justement que ces médias-là sont donc, si vous voulez, mis au parfum avant tout le monde. D'ailleurs, même qui ont d'abord annoncé la mort du général ministre de la Défense, Sadio Camara. Ce qui veut dire qu'en réalité,
les sponsors internes et externes dont parle Assimi Goïta dans son discours, mais sont très proches de ces médias-là. De toute façon, ces médias, nous connaissons très bien leur rôle, notamment dans le Sahel, et puisque d'ailleurs, les régimes maliens, le régime malien a été obligé de les suspendre à un moment donné. Donc, c'est pour dire qu'on ne peut pas se fier à ce que ces médias internationaux donnent comme propagande en vue de nuire, puisqu'en réalité, ils jubilaient pratiquement devant les actions des terroristes, qui sont en fait des actions visant à décimer, à créer l'instabilité, à désarticuler un État et donc à éliminer des vies humaines. Normalement, un média crédible, toi et moi, nous sommes des journalistes, nous savons notre vocation. Notre rôle ne peut pas être d'accompagner des actions funestes, pernicieuses, qui sont destinées justement à déstructurer des États, des sociétés, des communautés, etc. Et donc, en tout état de cause, j'étais en train d'expliquer que l'intervention de Assimi Goïta, c'est vrai, ce n'est pas quelqu'un qui est tellement loquace, mais la communication était contenue. Elle était contenue, évidemment, par l'état-major général des forces armées maliennes et, évidemment, par le gouvernement. C'est intéressant d'attendre la parole du premier meneur, qui est donc le général Assimi Goïta, et c'est parce qu'elle a été entendue qu'elle a été autant précieuse et autant appréciée. Et donc, aujourd'hui, il a montré qu'en réalité, il contient tous les compartiments de son régime, de son pouvoir, et il est capable de susciter la confiance, dissiper tous les doutes qui ont été suscités par cette situation, l'angoisse, l'inquiétude, etc., je pense, sont aujourd'hui derrière nous parce que le peuple malien a bien compris qu'il a une armée et un leader qui maîtrise la situation et qui est capable justement de le conduire au bon port. En tout cas, ce discours coupe court à toutes les rumeurs. Assimi Goïta est vivant. Maintenant, que dit la posture physique du président qui était en uniforme, dans un décor particulier, son ton sur la volonté d'afficher une image de contrôle de la situation malgré l'envergure des attaques? Je parlais à l'instant de la communication de crise. Le peuple est dans une situation d'angoisse, d'inquiétude, de peur. Parce qu'il y a eu une situation qui a percuté la quiétude justement de cette population-là. Et il y a eu des actes meurtriers qui ont donc enlevé la vie, y compris au ministre de la Défense qui est un pilier essentiel du régime en place. Alors le président, lorsqu'il prend la parole, il doit pouvoir démontrer qu'il porte en lui toutes les émotions ressenties par le peuple. Mais en même temps, montrer aussi qu'au-delà de cela, il est capable de transcendance et donc d'affranchissement par rapport à ces émotions circonstancielles pour pouvoir définir un cap, recréer la confiance au sein de la population et mobiliser les troupes. Et je pense que chaque phrase sortie, bien entendu, par le président Assimi Goïta répondait véritablement à cette aspiration profonde de tout individu sensé et qui attend de façon légitime des réponses adéquates à cette situation-là. Vous avez vu que dans son schéma de discours, il a d'abord posé le diagnostic. Et ça répond à cette question essentielle de où en est-on? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que ce sont les dirigeants eux seuls qui ont la parole crédible et qui sont capables de dire avec exactitude ce qui s'est passé. Et dans la définition que Assimi Goïta donne, il dit clairement que ces actions ne sont pas des actions isolées, que c'est des terroristes, c'est un plan planifié par des groupes terroristes, voilà, par des groupes terroristes, et en vue de déstabiliser le Mali, avec la complicité, bien entendu, des sponsors internes et externes qui fournissent, bien entendu, les renseignements et les équipements militaires. Donc, quand il le dit, après avoir bien sûr rendu hommage à toutes les victimes et montré tout à fait compatif à l'égard de ce monde-là, il a donné un nouveau cap. Pour que le peuple comprenne que oui, on a été percuté par une situation inattendue, mais ce n'est qu'un incident de parcours. Nous avons une vision et nous devons le conduire à bon port parce que nous sommes conscients que le choix que nous avons opéré est un choix
risqué puisqu'il y a suffisamment de conspirateurs, il y a des ennemis de notre bien-être, il y a des ennemis qui sont contre le fait que nous puissions avoir des ambitions pour nous. Donc c'est un choix de souveraineté, un choix d'affranchissement vis-à-vis des impérialistes et tous ces sponsors-là qui ont toujours œuvré contre les intérêts des peuples d'Afrique et notamment du Sahel. Le discours fait une dizaine de minutes et il y a eu un gros paragraphe pour rendre hommage au ministre de la Défense, le général Sadio Camara, qui a été tué au cours de l'attaque. Le président a insisté sur la loyauté et l'efficacité du ministre de la Défense. C'est une manière de réaffirmer la cohésion du premier cercle du pouvoir face aux rumeurs de déstabilisation. Mais absolument. Le président, comme je le disais, doit d'abord se montrer empathique. C'est-à-dire qu'au-delà de son poste de dirigeant, il est un être humain. Et tous les citoyens ont besoin de percevoir en lui ces genres d'émotions ou de ressentis qui montrent qu'en réalité, il n'est aucunement indifférent à ce qui se passe. Maintenant, sur la personne même du général d'armée, du corps d'armée, Sadio Camara, nous savons tous qu'il a été un élément essentiel. D'abord, dans la venue du régime de la transition, mais aussi dans la conduite des opérations militaires, dans la réorganisation de l'armée malienne. Donc, ça veut dire que, de par sa posture, tout le monde, même à distance, savait qu'il contribuait de façon significative à la nouvelle idéologie qui a été donc instaurée et donc entretenue par ce régime-là. Quoi de plus normal que de lui reconnaître cela, de lui rendre hommage et en même temps de rappeler toutes ces vertus et qualités qui ont milité, non pas seulement en sa faveur, mais en la faveur aussi bien de l'armée malienne que du peuple malien dans son ensemble. Tous les pas décisifs qui ont été franchis par le régime d'Assimi Goïta depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir en 2021, je crois que Sadio Camara en a été pour quelque chose, évidemment. Donc le minimum, c'était donc de lui rendre compte de tout cela et en même temps de dissiper tous les doutes éventuels et les supputations qui sont entretenus partout sur les réseaux sociaux, comme quoi il y avait un différend entre lui et le général Camara, etc. etc. C'est clair qu'à travers ce discours, il montre qu'il vient de perdre un élément essentiel de son système. Il lui reconnaît toutes ses valeurs et toutes ses qualités-là. Et c'est vraiment à mettre à son actif. Donc c'est un discours qui transforme l'épreuve du 26 avril en un acte de galvanisation pour les femmes. Absolument. Je dis toujours que, en fait, ce sont les épreuves qui nous font grandir, qui nous amènent à nous découvrir, à nous déployer sur les fronts parfois inespérés. Je pense que ce que le peuple malien et l'armée malienne ont subi le samedi dernier est tout à fait motivateur. C'est-à-dire que cela va provoquer un nouveau déclic dans la réorganisation de l'armée malienne elle-même, dans la mobilisation des consciences au sein de la masse populaire malienne. Et je pense que c'est très légitime et juste pour Assimi Goïta de demander au peuple malien de ne jamais céder à la distraction et de rester toujours lucide. Parce que, dit-il, la désinformation dans ce contexte-là peut être une arme redoutable pour les terroristes qui s'en servent. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu qu'il y a toute une hystérie, une transe sur les réseaux sociaux qui donnait l'impression que le Mali n'existait plus. Ça a toujours été comme ça lorsque il y a un acte qui vise à détruire et à déstabiliser justement ce pays-là. Vous avez vu, lorsqu'on nous disait que le Mali était complètement coupé et bouclé par les terroristes, au moment où on disait qu'il y avait un blocus sur les hydrocarbures, etc. Et puis actuellement, même les médias internationaux nous annoncent qu'il y a un projet de blocus, cette fois-ci non pas seulement sur les hydrocarbures, mais sur tous les produits qui seraient acheminés à Bamako. Tous ces discours et narratifs qui sont savamment entretenus sur les réseaux sociaux et sur des médias propagandistes de l'Occident visent justement à créer le doute, à créer une forme de panique, une forme d'instabilité, d'angoisse au sein de la masse. Parce qu'en réalité, le secret de ces régimes du Burkina Faso, du Niger et du Mali, c'est de réussir à créer un climat de complicité et de confiance entre le peuple et les dirigeants. Et ça, c'est une clé essentielle parce que là, du coup, ils forment une forme de bouclier qui empêche l'infiltration aisée, justement, des fauteurs de troubles.
Et donc là, comprenez que tout ce qui est en train de se servir comme ça vise tout simplement à créer un peu de désordre. Heureusement que le peuple malien se montre non seulement résilient, mais suffisamment vigilant, organisé et maintient cette confiance-là qui fait que la parole présidentielle a une valeur dans ce pays. La valeur de l'officiel et de l'autorité est beaucoup plus crue que celle qu'on ramasse dans les rues. Alors, Luc Baki, regardons maintenant le volet, la dimension géopolitique et les alliances stratégiques ressorties à travers le discours d'Assimi Goïta. Une allocution qui mentionne explicitement le soutien des pays frères du Burkina Faso, du Niger, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Comment la solidarité de l'AES redéfinit-elle la gestion des crises immédiates, comme ce qui s'est passé le 26 avril dernier? Voyez-vous, l'un des narratifs qu'on nous a servi dans les 2-3 jours là, à la suite des attaques, c'était que, ah oui, le Mali et le Niger sont restés indifférents, la force mixte n'a pas réagi, et que bon, mais c'est comme s'il y avait des divisions internes entre ces trois États. Parce qu'en réalité, c'est le subconscient des conspirateurs qui est en train d'être révélé comme ça. Leur prière, c'est que cette dynamique unitaire-là soit disloquée et permettre qu'il y ait des fissures. Heureusement que ces trois dirigeants se montrent suffisamment vigilants, suffisamment lucides et suffisamment focalisés sur l'essentiel qui est justement de s'entraider, de mutualiser leurs efforts, leurs énergies, leurs potentialités pour atteindre le but commun qui est donc de stabiliser leur pays et donc de bouter hors d'état de nuire tous ces terroristes, en tout cas ces voyous qui sont manipulés et qui viennent semer le trouble dans son... Donc, cette action, on ne peut plus claire, montre clairement qu'ils ont bien compris ce qu'ils doivent faire. C'est une démarche qui est exemplaire, qui devra normalement inspirer l'ensemble des pays voisins. Parce que, mais, voyez-vous, il faut être idiot, obtus intellectuellement parlant, pour ne pas comprendre que lorsque un pays aussi vaste, aussi stratégique comme le Mali est désarticulé, mais les autres pays voisins seront donc les prochaines cibles. En réalité, on aurait dû attendre de l'ensemble des pays voisins du Mali une mobilisation. On avait vu la CEDEAO par le passé se dresser sur ses ergots pour nous dire qu'elle mettait en place une force d'intervention au Niger pour déloger les nouveaux dirigeants qui étaient là parce qu'ils estimaient qu'il fallait un retour constitutionnel. Si tant est que cette institution dispose d'une armée d'intervention, etc., pour déloger un dirigeant qui est venu sans effusion de sang, comment donc comprendre qu'un pays entier, qui est peuplé de plus de 23 millions d'habitants, est victime des attaques de cette nature et cette même CEDEAO-là, qui est dans l'environnement immédiat de cet État, ne se donne pas ce réflexe judiciaire et lucide de dire on va aller sauver ce peuple-là. C'est pour dire en tout état de cause que si les autres qui ne font pas partie de l'AES ne comprennent pas que c'est la dynamique unitaire qui paye, mais au moins ceux de l'AES ont bien compris et ils servent d'exemple et de leçon à ceux-là dont les énergies sont dispersées ou même orientés plutôt vers les traîtres, les conspirateurs qui ont toujours œuvré contre l'Afrique et ses intérêts. Mais la confirmation du soutien matériel et instructeur de la Russie a été réitérée au cours de l'allocution du général Goïta. Pourquoi est-il crucial, selon vous, pour le Mali, de réaffirmer ce partenariat, précisément après une attaque de cette ampleur? On a vu l'ambassadeur russe avec des officiers militaires reçus par Assimi Goïta avec photo à l'appui. Tout à fait. Tout ça, ce sont des symboles qui parlent. Vous avez bien entendu aussi que sur les médias qu'en réalité la Russie se désengageait justement de ces accords avec le Mali et que la force Africa Corps, qui était donc à Kidal, a négocié pour sortir et que cette sortie-là était juste une première étape et que les étapes suivantes devaient être que la Russie va quitter le Mali définitivement. Or, en réalité, vérification faite, ces militaires qui étaient donc pas en nombre suffisant, puisque les terroristes qui sont arrivés, aussi bien à Kidal que dans les autres villes, peuvent s'évaluer selon nos renseignements à près de 10 à 12 000 personnes à la fois. Voyez-vous? Donc, ça veut dire qu'ils ont été assaillis et ils ont eu l'habilité, bien sûr, de négocier pour sortir, et ça s'appelle repli stratégique dans le jargon militaire. Ça ne veut aucunement dire que la Russie
dans sa posture de partenaire stratégique et militaire du Mali, entendait justement lâcher les Maliens en plein vol. C'est d'ailleurs pour cela qu'avant le discours, le président Assimi Goïta a reçu l'ambassadeur de la Russie au Mali à sa demande avec une horde d'officiers russes. Tout ça, c'est un langage. Ça montre clairement qu'en fait, il ne se vient... Et puis, quand vous suivez la déclaration de l'ambassadeur lui-même, qui à la fin dit « Vive le Mali, vive le partenariat entre la Russie et le Mali », il veut montrer tout à fait clairement que la position qu'adopte la Russie au Mali, en tout cas dans le Sahel, n'est pas une position hasardeuse ou circonstancielle. Elle est fondée par, si vous voulez, une certaine conviction et une lecture juste et opportune de la réalité géopolitique actuelle. La Russie a besoin renforcé, en tout cas confirmé, absolument, par le porte-parole du Kremlin. Mais tout à fait. Et même le ministère russe de la Défense a sorti un communiqué pour réaffirmer son engagement et sa détermination à travailler avec le Sahel, notamment avec la Russie et avec le Mali. Tout cela, ce sont des faits, des éléments tout à fait concrets qui nous confortent dans ce sentiment qu'ils n'ont pas fait des choix hasardeux, que c'est des partenaires pour le bien, en tout cas de l'ensemble des peuples du Sahel, et qu'on a vraiment espoir que dans cette collaboration aussi franche et sincère, les intérêts des deux peuples seront préservés. Et donc, ça veut dire que c'est un exemple qui peut vraiment inspirer beaucoup d'États dans l'Afrique de l'Ouest. Contrairement que de penser que la Russie était notre maître qui viendrait coloniser les pays du Sahel. Lucas Baké, un des axes importants du coup, c'est sans doute l'appel du président Goïta à la résilience envers les populations. Donc, le président demande à sa population d'être le premier rempart. Bon, n'est-ce pas plutôt le rôle des femmes? Non, attention, je pense que je reviens toujours à cette communication de crise. Vous voyez, lorsque vous êtes un leader, vous devez être conscient qu'après votre vision et toute l'ambition que vous nourrissez pour réaliser vos objectifs, etc., vous devez donc être conscient que ce n'est pas un chemin lisse, qu'il est jonché d'embûches, etc. Et vous savez qu'en tant que dirigeant, ce n'est pas vous qui menez les actions pour réussir. Vous avez le devoir et la vocation de planifier. Et donc, les acteurs sont notamment les différents corps socio-économiques qui animent la vie du peuple. Et donc, en rappelant au peuple sa part de responsabilité, en lui rappelant sa mission, le président Goïta montre qu'il est conscient que par lui tout seul, il ne peut pas mener le bateau. Les acteurs, c'est la population. Voyez-vous, nous-mêmes, à tout moment, chaque fois que nous menons nos émissions ici, nous appelons toujours la population à la vigilance, à la lucidité. Pourquoi? Parce que mais le pouvoir, c'est au peuple. C'est-à-dire que si chaque citoyen se montre intègre, se montre vigilant et observe autour de lui tous les actes qui sont de nature à compromettre les règles du vivre ensemble, il a tout le devoir de dénoncer cela. C'est ça qui permet aux États organisés de grandir. Et donc, ce message que Assimi passe crée une certaine dynamique, une nouvelle dynamique, et discipline le peuple autour d'un idéal commun qui va être réalisé. Les forces armées maliennes vont faire leur travail parce qu'elles sont équipées et organisées pour cela, mais pour qu'elles puissent travailler de façon plus efficace, il faut nécessairement la contribution de la population qui est dans tous les coins et les recoins du Mali et qui est susceptible justement de percevoir au bas de l'échelle des faits et des actions que le dirigeant du haut de son piédestal ne pourrait pas voir. Et donc, lorsqu'il y a des couloirs d'information efficaces qui permettent de remonter les faits à la base, vous voyez que l'action de l'armée et des dirigeants devient plus efficace. Et c'est ce que donc recherche Assimi Goïta, et je crois qu'il ne pouvait mieux faire que de passer ce discours-là en responsabilisant justement la population pour qu'elle soit consciente. En tout cas, chaque citoyen devra être conscient qu'il n'est pas là juste pour bénéficier des largesses de l'État, qu'il y a un État-providence qui donne tout ou qui assure tout. Non, chaque citoyen a une part à faire, à contribuer, et son action contribuer justement à construire l'État tel qu'il le rêve, tel qu'il le pressent. Mais malgré le sang versé, le discours réaffirme qu'il n'y aura
aucune concession sur la souveraineté est son message d'inflexibilité envoyé à la fois aux groupes armés et à la communauté internationale. Non, c'est un message de conviction. Parce que lorsque vous êtes convaincu par la pertinence de votre choix, par la pertinence de votre vision, par la pertinence des actions que vous voulez mener juste pour votre épanouissement et l'épanouissement de votre peuple dont vous avez la charge, vous ne pouvez pas manquer de fermeté. Vous ne pouvez pas manquer de rigueur. Vous ne pouvez pas être dans la complaisance pour laisser des ouvertures au doute et à l'inquiétude. C'est un message galvanisateur qui rappelle à chaque citoyen malien qu'il y a un leader qui les appelle au combat, qui les appelle à une mission qui ne va pas profiter qu'à sa personne, mais qui va profiter à l'ensemble. Qui d'entre nous ne serait pas heureux de vivre dans un écosystème où il se trouve être utile, où il se sent à l'aise et heureux parce qu'il a contribué à construire quelque chose de noble et de fascinant pour le monde entier. Donc, c'est clair que cette fermeté est nécessaire, surtout dans un langage, dans un contexte de crise, parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a une certaine démobilisation. Il faut passer le message qu'il faut, de sorte que tout le monde revienne à la raison et se centralise fondamentalement sur ce qu'il y a d'essentiel et de commun à ce peuple-là. Est-ce que ce discours vous a permis de comprendre ce qui s'est passé le 26 avril là? Oui, mais absolument, puisqu'il a décrit tout simplement les circonstances dans lesquelles ces attaques ont été produites dans plusieurs villes à la fois. Donc ça veut dire que l'objectif de ces meneurs de troubles et de leurs sponsors était, comme il a dit, de déstabiliser l'État malien, de faire en sorte que ce régime qui crée le rêve dans l'esprit des citoyens maliens et de l'ensemble des peuples de l'AES ne puisse pas se réaliser. Parce que justement, cette ambition-là, ou de mettre cette nouvelle dynamique-là, n'est pas avantageuse pour ceux-là qui ont toujours bénéficié du désordre qui règne dans nos États, dans nos pays. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est un travail de ça qui a été organisé dès le départ, puisque de toute façon le Mali est en guerre depuis toujours contre les terroristes qui sont donc sponsorisés par ceux-là que nous connaissons. Alors nous comprenons évidemment que ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont organisés dans l'ombre, véritablement pour marquer un grand coup décisif qui permettrait de désarticuler au moins un des trois maillons donc, de l'AES, de sorte qu'ils puissent trouver la faille qui va faire en sorte à couper ce rêve auquel nous avons tous adhéré. Ouais, dernière question rapidement, Luc Kabaki. Ce discours fera-t-il date comme un tournant dans la communication de crise dans la transition malienne? Absolument. Il fera date parce que d'abord, il a conscientisé tout le monde, il a remobilisé les troupes et il a permis donc au peuple de passer à autre chose. C'est-à-dire que l'épreuve des attaques a pu donc les dissiper, disperser leur énergie, etc. Et donc, à partir de cette sortie-là qui était très attendue, opportunément attendue, le président Assimi Goïta amène son peuple à passer à autre chose, à franchir un nouveau cap. Parce que c'est impératif, c'est parce que c'est inconditionnel. Le peuple malien n'a pas d'autre choix que de continuer sur la lancée qui a déjà été amorcée et qui est salutaire, aussi bien pour ce peuple que pour le peuple du Sahel, que pour le peuple d'Afrique. Merci, Luc Kabaki, d'être passé pour vos éclairages. C'est un plaisir. Oui, l'invité de l'actualité se referme. Derrière nous, c'est Étonnement à Kokoloko et ses invités pour Regard Croisé.